Dans cette capsule, on va voir comment faire du lissage dans un HMM. Alors, on a vu qu'on pouvait calculer la probabilité marginale d'une séquence, donc P de S1 jusqu'à T, à partir d'une programmation dynamique où on calcule un tableau alpha et que ce tableau alpha-là peut également servir pour faire le calcul de l'état de croyance, donc faire du filtrage. Maintenant, on va voir une autre façon, un autre programme dynamique qui va également nous permettre de calculer la probabilité marginale d'une séquence, mais ça va se faire cette fois-ci dans un balayage de droite vers la gauche. Et en fait, on va voir que cet autre programme dynamique-là va pouvoir être combiné avec celui qui nous donne les alphas pour faire du lissage. Alors, on va encore une fois définir un tableau. Cette fois-ci, on va l'appeler bêta. Et ce tableau-là, il va contenir des valeurs qui vont nous permettre éventuellement de faire soit un calcul de la probabilité marginale ou de faire du lissage. On va définir bêta, IT, comme étant la probabilité de la séquence observée de l'instant t plus 1 jusqu'à la fin de la séquence, étant donné que l'on suppose que ht est égal à i, où i est donné en indice ici. Donc, ça va être la définition de bêta. Encore une fois, on va définir une récursion qui va nous permettre de faire le lien entre le bêta d'une colonne avec le bêta d'une colonne adjacente. Mais là, dans ce cas-ci, on va aller de la droite vers la gauche. Donc, on va faire dépendre la colonne à t-1. On va l'écrire sous une forme qui implique la colonne à droite, donc la colonne t. Alors, on a par définition de bêta i t-1 que c'est égal à cette distribution-là ici. Donc, c'est la même chose que ce qu'on a ici, mais à la place de t, on a t-1. Donc, ça donne t jusqu'à grand T. Puis, ici, à la place de t, on a t-1. Ensuite de ça, un peu comme on a fait avec le tableau alpha, on va introduire une variable ht qu'on va fixer à j, puis on va avoir la distribution de S de t jusqu'à grand T et ht égale à j, sachant ht-1 est égal à i. Mais on va sommer sur toutes les valeurs possibles j de la variable ht. Donc, on va la marginaliser pour qu'on ait égalité entre ça ici et ça ici. Maintenant, ensuite de ça, à droite, tout ce que je fais, c'est que je réécris la même distribution, mais je vais séparer la séquence de t jusqu'à grand T en un bout qui est de t plus 1 jusqu'à grand T, et je vais isoler seulement l'observation tentée, st, ici. Et on a encore ht est égal à j, puis on conditionne encore sur ht-1 est égal à i. Et là, ce qu'on a, en fait, de façon générale, si on a une distribution où on a p de x, disons p de x1, x2, x3, sachant x4, en ce cas-ci, on peut toujours la réécrire comme le produit de p de x1 sachant x4 fois p de x2 sachant x1 et x4 fois p de x3 sachant x1, x2 et x4. Donc, c'est un peu l'équivalent. Nous, précédemment, la dernière capsule, j'avais écrit la même chose, mais je n'avais pas le étant donné x4. Donc, c'est la même chose, mais j'ai ajouté l'étant donné x4 partout. Il est ici, ici, ici et ici. Okay? Donc, c'est la même règle de chaînage, mais appliquée dans un cas où on conditionne sur quelque chose. Dans ce cas-ci, on doit conditionner sur cette variable-là partout dans les conditionnels ici. Donc, on va appliquer l'équivalent de cette règle-là. Donc, dans ce cas-ci, je vais commencer par prendre l'équivalent de mon x1 ici, ça va être ht est égal à j. Donc, j'ai effectivement le produit de la probabilité de ht est égal à j, sachant ht-1 est égal à i, qui est ici. Ça, c'est l'équivalent de mon x4 dans ma formule. Ensuite de ça, je vais prendre donc mon x2, ça va être s t plus 1 jusqu'à grand T, qu'on a ici. Et là, normalement, on devrait avoir sachant ht est égal à j, qui était ici. C'était l'équivalent de mon x1 dans ma formule. Et je devrais avoir xt-1 est égal à i également ici. Cependant, on a que sachant ht est égal à j,
la séquence de t plus 1 jusqu'à t, la séquence observée, est indépendante de ht-1 est égal à i. Pourquoi? Donc, on a ici ht-1 dans notre HMM. On a ht. Ensuite de ça, on a plus loin, donc par là-bas, si on continue, on a éventuellement t plus 1 jusqu'à st, qui va être plus loin par ici. Alors maintenant, si j'observe ht, tous les chemins entre ht-1 et tout ce qui est à droite ici, donc les st plus 1 jusqu'à s grand t, tous ces chemins-là vont être bloqués par ht. Et donc, étant donné ht, st plus 1 jusqu'à s grand t est indépendant de ht-1. Donc, à cause de ça, ici, je peux conditionner seulement sur... pardon, pas ici. Ici, je peux conditionner seulement sur ht. Je n'ai pas besoin d'avoir ht-1. Donc, ça explique cette conditionnelle-là. Et maintenant, la conditionnelle ici, bien, elle implique l'autre terme que j'avais ici, qui implique seulement st. Donc, on a st ici. Et encore une fois, on va avoir ni st plus 1 jusqu'à grand t, ni ht-1. Pourquoi? Donc, normalement, st, il est ici. Ici, on aurait st. Et encore une fois, tous les chemins, si je connais ht, tous les chemins qui vont soit de ht-1 jusqu'à st, ou soit de st plus 1 ou jusqu'à s grand t vers st, donc tous ces chemins-là qui passent par ht vont être bloqués si je connais ht. À cause de ce qu'on connaît sur la déséparation. Et donc, à cause de ça, je peux écrire en fait la conditionnelle de st, je peux le conditionner seulement sur ht est égal à j. Okay, donc, ça explique cette ligne-ci. On a des conditionnels un peu plus simplifiés. Et puis finalement, ben, on remarque que tout ça ici, ça correspond en fait à bêta jt. C'est la définition de bêta jt. Donc, on a réussi à l'écrire sous une forme récursive. Et pour ce qui est des valeurs initiales, ben, dans ce cas-ci, bêta i grand t, on va l'initialiser à 1. Donc, effectivement, si on a de t, grand t plus 1 à t, en fait, c'est comme si on n'avait rien ici. Donc, la condition d'initialisation, c'est à 1, en fait. Et une fois qu'on a calculé notre tableau bêta, bien, encore une fois, on a une autre procédure pour calculer la probabilité marginale de toute la séquence. Effectivement, cette probabilité marginale-là, on peut l'écrire en insérant H1 est égal à J, puis en sommant sur toutes ces valeurs possibles, donc en marginalisant H1. Maintenant, cette probabilité-là, on peut la décomposer comme suit. On a la probabilité de la séquence à partir de 2 jusqu'à la fin, sachant H1 est égal à J, fois la probabilité de S1, sachant H1 est égal à J, fois la probabilité de H1 est égal à J. Donc c'est ça. Ça vient simplement de la décomposition dans un HMM. Et on observe que ça ici, ça correspond en fait à bêta J1. Donc, on va avoir une somme où on va avoir à sommer sur tous les éléments de bêta, mais ils vont être pondérés par ce terme-là ici, qui est en fait la probabilité de H1 est égal à J et S1 est égal à petit S1, la séquence observée. Donc, avec le tableau bêta, on est aussi capable de calculer cette probabilité marginale-là. Et là, on a un programme dynamique qui part de la droite. On va initialiser à grand T, la dernière colonne, puis on va aller jusqu'à la première colonne à l'aide de cette récursion-là ici. Donc, faisons un exemple. Encore une fois, notre exemple où on a un message qui contient 4 bits qui sont transmis. Et nous, on observe la version bruitée de ces bits-là. Donc, le message, c'est 0001. Dans ce cas-ci, on a notre initialisation à la première colonne, qui est bêta est égal à 1. Ensuite de ça, bien, on utilise notre récursion pour utiliser la colonne à droite pour calculer la colonne adjacente à gauche. On a simplement notre formule de récursion ici. On fait juste l'appliquer pour t est égal à 4. Ce qu'on obtient, c'est la chose suivante. Donc, on combine tous les éléments à la dernière colonne, bêta 0,4, bêta 1,4.
chacun de ces éléments sont multipliés par la probabilité que à partir de H3 qui est égal à 0, je sois arrivé à H4 est égal à 0. Donc, c'est ce qu'on multiplie par bêta. Et on multiplie également par la probabilité que à H4 égale à 0, j'observe à S4 est égal à 1. Donc, ça vient du fait que c'est ce que j'ai observé. Donc, de façon similaire ici, on multiplie bêta 1,4 par H3 est égal à 0. La probabilité de H4 est égale à 1, sachant que H3 est égal à 0. Et on multiplie aussi par la probabilité que S4 soit égal à 1, sachant que H4 est égal à 1. Donc ça, effectivement, c'est le cas H4 est égal à 1. Puis, le terme qui implique bêta 0,4, c'est les termes associés à H4 est égal à 0. Okay? Donc, on prend donc ça, c'est simplement écrire la règle de récursion pour notre exemple précis. On remplace par les probabilités qui sont obtenues dans nos tables juste en haut. Et ça nous donne 0,59. Donc, effectivement, j'ai 1 ici et 1 ici pour les deux bêta. 0,3, c'est la probabilité d'être à 0 au temps t-1 et d'être à 0 au temps t. Puis 0,1, c'est la probabilité, si j'ai H4 à 0, d'observer S4 égale à 1, comme j'ai ici. Puis de façon équivalente, j'ai 0,7 qui est ici, donc d'être à H3 est égal à 0, puis d'arriver à H4 égale à 1, et multiplié par la probabilité que si H4 est égal à 1, que S4 soit égal à 1, qui vient de ma séquence observée. Je fais la même chose pour le deuxième élément de ma troisième colonne. Donc, ça, c'est le cas maintenant où H3, plutôt que de supposer qu'il est égal à 0, on suppose qu'il est égal à 1. On remplace et on installe dans notre tableau. Et on continue comme ça pour toutes les colonnes. Donc, je le fais rapidement. Si vous voulez avoir les détails, les diapositives sont sur le site web. Je vous encourage à le faire dans le détail là, si vous n'avez pas bien saisi la procédure pour réviser la procédure du tableau bêta. Donc, on fait ça jusqu'à ce qu'on arrive à t est égal à 1, donc qu'on a rempli toutes les colonnes de notre tableau bêta. Alors, une chose qu'on va faire avec le tableau bêta, dans la règle générale, l'utilité principale, c'est de faire du lissage, c'est-à-dire de calculer, étant donné toute une séquence du premier instant jusqu'au dernier, de 1 jusqu'à grand T, quelle est notre probabilité a posteriori pour n'importe quel état caché à n'importe quel instant K, où K peut être soit 1, soit grand T, peut varier de 1 jusqu'à grand T. Donc, ce soit égal à une valeur possible I. Et il se trouve en fait que ça va prendre une forme très simple. On va simplement multiplier les alpha à la colonne K fois les bêta à la colonne K, puis on va renormaliser. Donc ici, le gamma, ça va être simplement la somme de ce terme-là ici, mais pour toutes les valeurs de I possibles. Et la raison pour laquelle on obtient ça, c'est que, donc, on peut simplement réécrire cette conditionnelle-là ici, ce postérieur-là ici, comme étant la probabilité jointe sur tous les éléments, à savoir HK. Et là, j'ai séparé la séquence de la partie de 1 jusqu'à K et de K plus 1 jusqu'à grand T ici. Et donc, c'est simplement cette conditionnelle-là ici, ce postérieur-là ici, c'est simplement la jointe sur toutes les variables aléatoires divisée par une constante de normalisation. Et maintenant, donc ça, cette jointe-là, on peut la diviser comme suit. On a la probabilité marginale de HK est égale à I et de la séquence de 1 jusqu'à K, la séquence observée, fois la probabilité du reste de la séquence, étant donné seulement HK est égal à I. Donc, normalement, on se serait attendu dans le cas général à ce qu'on ait également ici le terme ici, la séquence de 1 jusqu'à petit k, mais encore une fois, parce que les chemins sont bloqués par HK, on a une indépendance conditionnelle entre les éléments de la séquence de k plus 1 jusqu'à grand T et les éléments de la séquence de 1 jusqu'à k, si on connaît ou si on suppose une valeur pour l'état caché à k ici.
Donc, avec le même raisonnement qu'on a utilisé précédemment, on peut arriver à ce résultat-là. Et ça ici, ça correspond à alpha, puis ça ici, ça correspond à bêta, tout simplement. Voici un exemple. Si on utilise nos tables alpha qu'on a calculées dans la capsule précédente et bêta qu'on vient de calculer, et qu'on s'intéresse à la probabilité que H2 soit égal à 0, étant donné toute notre séquence de 4 bits qu'on a reçue, bien, effectivement, tout ce qu'on a à faire, c'est prendre élément par élément la multiplication de ça fois ça pour le numérateur, donc on voit ici. Puis on divise par la constante de normalisation, qui est ça fois ça, qu'on voit ici, plus ça fois ça, qu'on voit ici. Et ça nous donne la probabilité. Donc, par exemple, ici, en fait, on s'interroge sur quelle est la probabilité que H2 soit égal à 0. Donc, au deuxième instant, on est bel et bien que la variable cachée, oui, H, donc le message qui voulait être envoyé, c'était bel et bien un bit de 0. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est que la probabilité est quand même élevée, mais la probabilité que ce soit H2 est égal à 1, donc l'inverse, est quand même aussi élevée. C'est quand même proche de 40%. Et ça, c'est dû au fait qu'en fait, de la façon qu'on a défini notre HMM, on a une probabilité, on s'attend à ce que la personne qui nous envoie des messages alterne plus souvent entre 0 et 1 plutôt que d'avoir 3 zéros de suite. Et à cause de ça, ça augmente un peu plus la probabilité qu'en fait, il y ait eu un bruit, puis en fait, la personne nous a envoyé plutôt, elle voulait envoyer H2 est égal à 1 plutôt que H2 est égal à 0. Donc ça, c'est un exemple là, de calcul de lissage dans un HMM. Et je fais juste mentionner rapidement qu'on peut également faire du lissage sur deux variables en même temps, c'est-à-dire s'interroger sur la probabilité a posteriori que HK prenne une certaine valeur et que HK plus 1 prenne une autre valeur. Donc là, on a un postérieur, mais joint sur deux variables, HK, donc pour un cas donné, et la variable cachée à l'instant suivant. Et encore une fois, ça, on va pouvoir le calculer à partir des alpha et des bêta. Le calcul est un petit peu plus compliqué, mais quand même pas tant que ça. Donc, on a que cette conditionnelle-là, on peut l'écrire comme une marginale ici normalisée, où là, la constante de normalisation gamma prime, c'est constante où on doit sommer sur i et j, parce qu'on veut que notre postérieur somme à 1 si on somme sur toutes les valeurs de i et de j. Encore une fois, j'ai séparé à partir de donc la séquence de 1 jusqu'à k et de k plus 1 jusqu'à grand T. Maintenant, toute cette conditionnelle-là, je peux la décomposer comme la probabilité marginale de HK est égale à I et de la séquence observée de 1 jusqu'à K. Ensuite de ça, j'ai la probabilité que HK plus 1 soit égal à J, sachant que HK soit égal à I. Donc, effectivement, si je connais HK est égal à I, HK plus 1 ne dépend pas de la séquence observée jusqu'à petit k. Ensuite de ça, j'ai la probabilité que SK plus 1 a été généré à partir de HK plus 1 qui est égal à J. Encore une fois, avec les propriétés d'indépendance conditionnelle, on a qu'ici, la probabilité de SK plus 1 dépend seulement de HK plus 1. Et finalement, à partir de HK plus 1, on doit multiplier aussi la probabilité d'avoir généré tout le reste de la séquence de K plus 2 jusqu'à grand T. Et finalement, on observe que ce terme-là ici, c'est alpha, et ce terme-là ici, c'est bêta. Et donc, avec les alpha et les bêta, en fait, on est capable même de calculer du lissage sur deux variables cachées jointes en même temps. Et ça, c'est en fait quelque chose qui peut être utile, entre autres, pour faire de l'apprentissage dans des HMM, quelque chose qu'on aura l'occasion de mentionner lorsqu'on va parler de traitement automatique de la langue.